Bon, on va un peu parler maintenant de nos légumes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire au jardin? Eh ben, par exemple, les soins aux plantes méditerranéennes. Donc, j'ai utilisé ce terme-là parce que ce sont des plantes qui ont besoin de chaleur. Voilà. Donc, tomates, poivrons, aubergines, piments, concombres, etc. Ben, toutes ces plantes-là, une fois qu'ils sont bien installés, eh ben, il faut bien nourrir parce qu'ils ont besoin aussi de nourriture et d'humidité. Donc il ne faut pas hésiter à bien apporter aussi du compost ou des matières organiques au pied. Mais ça doit rester souple, donc pas des choses pourries ou compactes. Là. Ça doit être une couverture où l'air peut circuler dedans. Alors fin avril au jardin d'Albec. Voilà, tout doucement, voilà, on aurait déjà pu le faire, mais on prépare les endroits pour planter nos tomates. Voilà, c'est Fabrice qui est à la manœuvre. Bonjour Fabrice. Voilà, donc voilà, il y avait encore des endroits où on avait des scaroles et des endives frisées qui montaient à graines. Bon, voilà, bon, il faut bien se décider un jour de planter nos tomates. Voilà, on garde tout ça en paillis au sol. On viendra mettre nos piquets. Et ensuite nos tomates dans les prochains jours. Jardin d'Albec, le 7 mai. Bon, un petit coup d'œil dans notre grande serre. Donc la semaine passée, on avait dégagé des parties de serre pour implanter nos tomates. Donc on a mis les piquets et voilà. La semaine passée, j'ai planté les tomates. Donc elles sont occupées de pousser là. Je crois qu'ils ont déjà repris vigueur. Ils étaient un peu à l'étroit dans les pots. Donc le paillis qu'on avait mis, enfin les déchets végétaux, des scaroles et des endives qui étaient montés, ben voilà, c'est déjà presque tout séché et décomposé. Donc dans une serre, ça va très vite. Donc voilà, il sera utile de remettre un paillis un peu plus durable. Donc on a du vieux compost là sur le côté de la serre. On va importer et mettre au pied des plantations, surtout des tomates, des poivrons, etc. Et alors, on y mettra aussi une couche de broyat. Donc ça, c'est encore plus durable. Ça dure encore beaucoup plus longtemps et voilà, ça permet de garder un paillis pratiquement tout l'été. Voilà, j'ai parlé de paillis qu'on allait mettre au pied des tomates. Ben voilà, notre petit stock ici de... Voilà, ça c'est du broyat. Et ici c'est... Bon, c'est vieux fumier avec des mauvaises herbes que l'on a arrachées, qu'on a mélangées avec le fumier. Donc tout ça c'est déjà bien sec. Donc ça fera un bon paillis. Et il y a même un peu de tonte de pelouse aussi. Bon, tout ça on va un peu bien étaler. Et ça nous fera un bon paillis pour nos tomates. Voilà, je suis à la récupération du compost et vieux fumier. Alors, un peu de foin. Et tous ces déchets vont être posés au pied des tomates dans la grande serre. Donc,
important de bien aérer. De ne pas mettre des gros blocs de fumier. Pour que tout ça, ça reste aéré. Une matière un peu plus humide, un peu plus sèche. Avec des morceaux de branchage. Et par la suite, on va encore mettre le broyat qui est là-bas. Donc hier, j'ai bien arrosé la serre pour que le sol soit bien humide en dessous. Avoir une bonne humidité pour les plantes et ensuite couvrir pour garder cette humidité emprisonnée dans le sol. Voilà, le compost brut, voilà, composé de fumier, de déchets végétaux, déchets de cuisine et aussi du gazon un peu séché. Voilà, tout ça, ça permet d'apporter des matières organiques pour nos tomates. Bon, ben, on va étaler tout ça entre les tomates. Donc d'abord le compost et ensuite on y mettra le broyat par-dessus. Pas hésiter à réétaler un peu, le placer en couche uniforme. Bon, ici on va charger un peu de broyat, donc une matière beaucoup plus sèche. On a même encore des branches un peu, des brindilles plus longues. C'est pas grave, tout ça, ça va se décomposer. Donc ça, bien sûr, on viendra mettre au-dessus du compost. Donc ne jamais jeter vos déchets organiques. Non, le sol on a besoin. Porter protection et nourriture pour les micro-organismes du sol. Voilà, chaque portée de broyat, ben, ça on peut mettre carrément à la main parce que c'est assez léger, c'est sec. Et alors on jette comme ça un peu au-dessus. De la matière sèche. Donc ça aussi, ça va garder l'humidité du compost. Et ben voilà, on va continuer tout ça, faire l'ensemble
des parcelles des tomates. Et ensuite, on fera pareil pour les poivrons et aubergines. Là aussi, ça peut être couvert. Voilà, c'est tout bénéfice pour garder l'humidité et en même temps nourrir le sol pour les cultures qui viendront cet hiver. Ben voilà le résultat de notre couverture dans la serre. Alors, bon, je vais dire au niveau de l'entretien des tomates, bon, il y a des amateurs de tout laisser pousser. Bon, chacun il fait un peu ce qu'il veut. Ou il y a des gens qui enlèvent les gourmands des tomates. Bon, le tout, c'est de pouvoir faire circuler l'air autour des plantes. Donc si on laisse les gourmands, il faut savoir qu'il faut écarter un peu plus ces plants pour que, voilà, que l'air puisse circuler. Mais à un moment donné, ben, vous constaterez par vous-même que si c'est trop, ben, vous allez peut-être choper plus vite des maladies cryptogamiques, donc l'idiot. Bon, ça j'ai un peu expliqué le mois passé, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Alors, pour l'arrosage, donc moi je conseille de ne pas arroser trop au pied des plantes de tomates. J'ai constaté que lorsqu'on garde trop d'humidité autour des racines et de la tige, on peut parfois avoir la tige qui pourrit. Alors moi je conseille vraiment de plutôt arroser autour, avoir une bonne couverture, et la plante va développer ses racines beaucoup plus loin. Donc plutôt arroser un bon coup chaque semaine, et puis laisser un peu sécher. C'est ce qui se passe ici dans le jardin et dans la serre ici qu'on a remise en route. On n'y vient qu'une fois par semaine et on met la bonne dose, c'est couvert et on essaie de ne pas arroser juste au pied de la tomate. Et quand tu les fais pousser en pot, Ben là aussi on peut arroser le tout c'est de ne pas avoir trop d'humidité au niveau de la tige. J'ai déjà constaté, j'ai perdu quand même des tomates comme ça. Alors est-ce que c'est la combinaison des matières organiques et de l'humidité qui fait qu'il y a je sais pas, des bactéries, des champignons qui se développent et qui font que, bon, j'ai constaté quand même que si la plante elle pousse très bien si on met de l'eau autour. D'ailleurs elle va étendre beaucoup plus ses racines et elle souffrira beaucoup moins parce que si on arrose vraiment toujours au pied et des petites quantités, ben, la plante elle va développer ses racines là où il y a de l'humidité. Et si plus loin c'est plus sec, eh ben, elle ne va pas y aller. Il suffit que vous partez en vacances et que, bon, par accident, on n'a pas arrosé à temps, ben, vos plantes vont souffrir beaucoup plus que si elle a étendu ses racines beaucoup plus loin et plus profondément. Oui. Moi, quand j'ai un petit arbuste, je creuse une rigole en rond, comme ça, à peu près à 20 cm du pied. Je fais une petite digue pour que ça ne mouille pas. Et je fais une petite rigole en rond. Je fais ça. Ah ouais, bah chacun. J'ai un érable du Japon, par exemple, je l'arrose comme ça. Il est dans un grand pot, je fais... Oui, j'ai encore vu des jardiniers mettre des bouteilles renversées au pied. Allez, pas tout près du pied, mais il y a comme ça l'eau. Elle rentrait dans le sol. Ouais. Bah, je crois que c'est le passé que j'avais parlé de ça. Les zoyas. Vous avez entendu parler des zoyas. Donc c'est des pots en terre cuite et qu'on enterre entre les plants et qu'on remplit d'eau. Et c'est poreux. O-Y-A-T. On peut en faire soi-même à chez C'est espagnol. En fait, on prend juste un pot en terre cuite poreux, ou sinon, s'il n'est pas assez poreux, on le pousse. Et puis après, on creuse un trou, on met, et puis au bout, on met un bouchon de liège. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est un peu ce que j'avais expliqué. Je crois que c'est l'année passée, moi,
Et voilà, ça permet que l'eau se diffuse lentement. Et voilà, et en profondeur. Et forcément, les racines vont aller chercher ça. Donc, il n'y a pas d'inconvénient d'avoir trop d'humidité autour de la plante. Bon, on va peut-être parler maintenant des semis, encore, des semis urgents pour le mois de juin. Alors, Ignace avait parlé de ça, les brocolis blancs d'hiver, donc les Walcheren, Angers, etc. Donc, il est grand temps de le faire. Hein. Donc, l'idéal, c'était même fin mai, début juin. Bon, on est le 12, c'est pas encore aller. Donc, ce sont des choux-fleurs qu'on sème maintenant, qu'on va repiquer 1 à 2 fois avant de l'installer dans son endroit définitif. Et il donnera son chou-fleur que l'année prochaine. Donc au mois de avril, ouais, mars, c'est un peu tôt, mais c'est souvent avril. Avril, même mai. Et il reste plein de terre l'hiver. Oui, oui. Donc, mais c'est fort aléatoire en fonction de la saison. Donc il craint pas trop, enfin, il craint le grand froid, mais je pense qu'il a besoin de sa dose de froid aussi. Parce que s'il n'a pas eu sa dose de froid, il pourrait produire son chou-fleur avant l'hiver. C'est souvent ça qui arrive. Les saisons sont comme un peu reculées et on n'a pas le froid. Avant c'était au 1er novembre qu'on avait le premier froid. Maintenant c'est carrément un mois plus tard. Et ça, je crois que ça joue justement sur ces variétés-là, parce que ces plantes-là étaient adaptées à ça, et maintenant, est-ce que ça leur convient encore, là, les saisons qu'on a actuellement? Bon, il faut quand même essayer, parce qu'on peut parfois tomber sur un bon créneau, et voilà, on peut avoir un beau chou-fleur. Donc il y a les blancs, il y a aussi même quelques violets, hein. Donc j'ai mis Purple Cape et un chou-fleur violet d'Italie, qui peut encore être... ouais. Alors, les carottes de provision. Donc, il n'est pas trop tard. Donc, les longues ou les mi-longues. Et c'est vraiment la meilleure période. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment... Bon, on a la chaleur et l'humidité. Heureusement, on a eu pas mal de pluie ici ces dernières semaines. Et ça, c'est vraiment propice à tous nos semis, donc tous ces légumes que l'on va semer maintenant pour avoir à l'automne et l'hiver prochain. Alors, il faut savoir aussi que la carotte, quand elle a été semée, elle n'aime pas avoir une pluie battante juste après, parce que ça plaque le sol, et là, vous avez souvent une moins bonne levée. Donc, ouais, ça c'est un peu l'inconvénient de cette période-ci. Bon, le tout c'est éviter ces pluies orageuses. Bon, c'est pas toujours protégé. Bon, si on voit vraiment qu'on a eu le cas, quitte à ressemer pour être certain d'avoir encore des carottes à la bonne saison. Alors, ces carottes qu'on sème maintenant, donc ça peut être des longues ou des mi-longues, ces carottes-là ne vont plus se fissurer, donc se crevasser avant l'hiver. Parce que ceux qu'on a semés au printemps et qu'on garde jusqu'à l'hiver, cela risque, parce qu'elles viennent à maturité, et ensuite, surtout lorsqu'il y a des variations d'humidité, si on a une période sèche et ensuite on a eu de bonnes doses d'eau, ben voilà, la carotte elle repousse et alors elle éclate. Quand on sème maintenant, on a beaucoup moins ce risque parce que le développement se fait plutôt à l'automne et voilà, ça se passe bien jusqu'à la récolte, donc sans problème. Bon, les chicorées de Bruxelles, donc les chicons, les endives blanches. Donc, on pouvait déjà commencer au mois de mai, on peut encore le faire jusqu'à mi-juin. Est-ce qu'on peut repiquer ça, les chicorées chicons? On peut le faire, mais on n'aura pas des belles racines pivotantes. Je constatais, ça fait comme plus une boule, parce qu'on a plus ou moins cassé le pivot.
Les carottes, c'est le même. Donc. Mais on aura, notre racine, elle ne sera pas si pointue, elle va faire plus une boule. Elle va donner le même chiffre. Elle va donner aussi, Donc, mais comme j'ai mis des chicoris, chicons en alvéole. en alvéole, Ah il y en a oui. plusieurs, alors je les tire et je tiens une. Ouais. Mais ça, lorsque c'est très jeune, donc en alvéole, on n'a peut-être pas forcément cassé le pivot. Par contre, lorsqu'on déterre et qu'on met Ah ailleurs, ouais, là, peut-être qu'on a cassé le pivot. Donc- Tandis qu'en alvéole, je sais pas, hein. le pivot est peut-être encore intact. Je sais Donc pas, là, il y a mais moins je de prends risque. comme ça. Ouais, séparé et repliqué. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu plus Ouais, beau. vous essayez. Alors surtout, Il ne faut pas de narine. ouais, c'est ce que je vais parler. Donc il faut vraiment aussi éclaircir le semis. Donc il faut garder entre 10 à 12 plants au mètre courant. Donc ça correspond à 8 à 10 cm entre chaque plant. Sinon, on obtient beaucoup de racines, mais beaucoup plus petites, et bon, on aura forcément un chicon moins beau. Donc tous ces semis-là peuvent se faire entre, par exemple, des oignons, des plantations d'oignons ou d'échalotes qu'on a fait au mois de mars-avril. Donc si on a écarté de, je sais pas, 60, avec nous on fait 70 cm, et on vient ressemer des carottes ou chicons, scorsonnaires aussi, voilà, je vais encore en parler. Tout ça entre deux, donc ça permet d'associer des légumes sans faire une planche de rien que de carottes, rien que d'oignons. Donc ça permet d'associer les légumes sans qu'ils se gênent, puisque les oignons et échalotes vont être récoltés en juillet, et alors ça laisse toute la place pour les carottes, les chicons, prendre la place. Donc en fait on a 60, mettons, entre les oignons et échalotes, on a venu semer ici entre 2 à 30, donc et pareil de l'autre côté. Et puis finalement vous avez des carottes, chicons, tous les 60 cm, donc ils peuvent très bien prendre toute la place à partir de juillet et jusqu'à l'automne. Et on n'a pas dû attendre que la place soit libérée pour semer. Donc ça associe bien dans le temps. Et en plus, tous ces rangs de chicons et tout ça, ça couvre bien le sol, et bon, on n'est pas trop embêté avec les adventices, donc impeccable. Les panais. Donc ça aussi, c'est le bon moment d'encore en semer. Et alors, toujours utiliser des graines fraîches, parce que les graines de plus d'1 an lèvent nettement moins bien. Donc c'est un semis beaucoup plus clair. Et comme ici, c'est d'humidité et chaleur, j'ai vu là, j'ai semé ça il y a 10 jours, tout est là. Donc, il faut se dire qu'un panais, ça vient quand même, le feuillage est assez grand, hein, donc plus que la carotte. Hein. Bon, ça ressemble un peu à un céleri, là, mais c'est un feuillage assez important. Et ça aussi, il faut éclaircir. Je dirais même encore plus que les carottes, parce que ça vient quand même des gros bazars comme ça. Et il ne faut pas non plus les récolter comme les carottes, parce que les carottes, bon, on peut les laisser toujours en place, mais ça ne gèle pas. Le panais ne gèle pas. Donc il va plus vite se déshydrater si on l'arrache pour garder. Donc c'est un peu plus compliqué à garder qu'une carotte. Par contre, si vous avez des mulots dans le jardin, là, ils adorent ça. Hein. Alors les courges, donc on continue tout ce qui est courges, courgettes. Donc c'est bien d'avoir un deuxième semis de courgettes, parce que souvent les premiers à un moment donné on attrape un peu l'oïdium, et dans la production il y a toujours un moment où ça s'arrête avant de reprendre. Et c'est souvent lorsqu'il fait chaud et sec. Alors il y a un peu d'oïdium, mais bon, voilà, il y a comme un petit arrêt. Donc si on a refait des semis, ceux-là seront peut-être plus gaillards pour fournir des courgettes. Comment ?
faut avoir la place aussi. Ouais, bon, une courgette, c'est chaque fois 1 m² quand même. Donc, mais bon, il ne faut pas en mettre 20 non plus, parce que alors vous faites de la soupe tous les jours. Hein. Mais bon. Au niveau des courgettes et des potirons, quand la fleur elle arrive, quand elle est passée juste en dessous de la fleur, c'est un oiseau, c'est presque tout. Il n'y a qu'une Courgettes, des courgettes ou des courgettes et des potirons. Et, il y a 2-3 fleurs qui viennent et puis il n'y en a plus qu'une qui reste. C'est quoi, le fleur mâle, le femelle? Ah, ça je vois. Alors, les fleurs mâles, c'est une tige plus haute, comme une tulipe, un peu comme ça. Et la fleur femelle, c'est un peu plus court et il y a un enflement. Et... Ah ouais, je ne saurais pas dire. Je vais regarder, je ne fais pas attention. Mais, mais bon, j'ai mis un grillage au-dessus. Bah, maintenant, ils savent rentrer en dessous du grillage. Mais là, il faut vraiment le voir. Et alors, il y a des petites tomes, la tige n'est pas assez mince, en général, ils le prennent dans le bas. Et là, il y a la tige, et puis juste en dessous de la fleur, et la fleur est plus grande. C'est pas des fois la fleur qui avance. Bah ouais, mais la fleur, Donc, elle va on verrait elle la va pourriture. tomber, hein, on verrait, C'est sectionné. C'est sectionné net, et je trouve plus... Un petit lapin. Non, il n'y a pas de lapin, mais par contre, il y a des choux de pois, des ramiers, des... Ah ouais. Il y a peut-être qui s'amusent avec Des perruches. Ils s'amusent. Donc, parfois pour les courges, on peut mettre même directement en place hein, maintenant. Se semer en place. On peut, tout à fait. Bon, à partir de mi-mai, on peut mettre directement en place. Évidemment, il y a peut-être plus de risque de limaces, mais bon, on gagne un peu de temps, quoi. Et on fait de le faire. Alors, concombre et cornichons, on peut aussi encore, aussi directement en place. Pour ceux qui n'ont pas encore fait. Alors, pour le maïs, donc le maïs sucré uniquement. Et pourquoi? Parce que le maïs, pour obtenir des grains, donc ça doit, le grain sec, donc ça met quand même beaucoup plus de temps, former les plis et sécher, donc on risque de ne pas avoir assez de temps pour le mûrir à temps. Donc ça aussi, on peut mettre directement en place. Betterave potagère. Donc là aussi, on a peut-être déjà fait ses premiers semis du printemps pour avoir des boules à manger plus tôt. Mais pour la provision d'hiver, on conseille encore d'en ressemer. Et là, ça permet d'avoir... un peu comme les carottes, donc ils ne seront pas trop grosses, parce que ceux qu'on aura semés au printemps vont continuer à grossir. Et moi, je trouve que lorsqu'on a des très grosses, après le goût, il change un peu, il y a un peu plus le goût de terre, je trouve. Alors, c'est parfois pas toujours intéressant d'avoir des gros machins, là, qu'il faut couper en 4 pour pouvoir consommer. Alors que quand c'est des plus petits, ça conserve bien, c'est plus juteux et le goût est nettement meilleur. Donc là aussi, il y a plein de variétés, hein, toutes les couleurs, toutes les formes aussi. Donc il y a des rouges jaunes, des blanches. Et alors les bariolés rouges et blancs, là, quand on coupe, ça fait des cercles. Goût de patate douce, je dis comme ça. Hein. Comment? Goût de patate douce. Ah ouais? Les blanches. Ah ouais. Blanc, alors. Ouais, blanc, berbéran, verbenat, Ah, je sais pas quoi. Vérité. C'est mieux de dire que moi. D'accord. Ouais, bon, voilà. Donc il y a les rondes de Détroit, c'est vraiment comme une balle de tennis, là, mais alors on a des plutôt plates, là, les plates d'Égypte. Voilà, il y a aussi des rouges foncés. Tout ça, c'est très bonne crudité. Donc, même privilégier à manger cru, parce que cuit, apparemment, on dit que ça pourrait favoriser un peu le cancer, mais bon, il faut vraiment, je pense, exagérer à manger. Mais il faut savoir qu'on peut le manger cru aussi. Moi j'ai entendu que manger, c'est plutôt un anti-cancer. Oui, cru. Cru, Cru, ah, ouais. Cru anti. Et que cuit, ça pourrait être un peu plus concentré. C'est comme le chou et l'oignon. Mais je pense que faut bien en manger beaucoup, je pense.
ça. Non, ça ne donne pas le cancer, mais ça peut favoriser un terrain. Alors, la roche, je ne sais pas si vous connaissez un peu la roche. Donc c'est un peu comme un épinard, et ça pousse sur une tige et ça fait des belles feuilles. Il y a toutes sortes de couleurs. Donc il y a les vertes, les blondes, les rouges. Et si vous allez au jardin, près de la serre à tomates, là, j'ai laissé quelques semis spontanés de mauve. Donc c'est vert avec un cœur mauve. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça vaut la peine. C'est vraiment magnifique. C'est une fleur en elle-même. Et c'est pas la fleur, hein, c'est vraiment les feuilles qui sont mauves. Donc ça se ressème aussi facilement quand on laisse aller jusqu'au bout. C'est un peu comme l'amarante. Voilà. On en a toujours, après ça se ressème tout seul. Donc ces plantes qui sont là, c'est certainement des plantes que Gilbert à l'époque a semées à l'époque dans son jardin. Il fait peut-être de déterrer des arbres ou d'enlever les souches, que ces graines sont remontées, quoi. Donc, alors les choux-fleurs à grosse tête. Donc ouais, c'est un petit peu des gens broccoli, ouais. Chou-fleur italien, romanesco, vert calabré. Voilà. Donc ça aussi on peut encore faire. Donc souvent on coupe la grosse tête et après il y a des rejets, des petits jets qui reviennent après. Donc même si ce n'est pas des choux-fleurs à jet, je vais en parler après, ceux-là se comportent aussi un peu comme ça. Donc on coupe la tête principale et puis on a encore quelques petits bouquets qui viennent pousser par la suite. Bon, ça c'était tout ce qui était semi-urgent.